Eh bien, nous accueillons maintenant à nouveau Judith Pérignon. Rebonjour Judith, on s'est vu Bonjour. déjà ce matin. Et puis nous accueillons aussi Sylvain Coher, qu'on n'avait pas encore accueilli pour l'instant. Bonjour. Bonjour. Donc apparemment vous m'entendez bien, tout est OK, il n'y a pas de souci de votre Tout va côté? bien. Bien. Donc là, nous vous accueillons pour une thématique autour du sport et de l'engagement, non pas, ou en tout cas pas seulement autour de l'engagement physique de deux sportifs dont vous avez fait des livres, deux sportifs qui sont hors normes, mais aussi l'engagement politique, citoyen, les symboles que ces sportifs ont voulu être et qu'ils ont voulu porter, ou que éventuellement on aura fait endosser. Judith Pérignon, donc je vous ai déjà présenté ce matin, je pense que maintenant tout le monde vous connaît un peu, je vais juste rappeler que vous êtes journaliste pour la presse écrite, pour la radio, écrivaine, essayiste, et que vous êtes une fine connaisseuse des États-Unis. Votre dernier ouvrage, donc, qui va concerner cette rencontre, bon, je ne sais pas si on le voit beaucoup à l'écran parce que je suis un tout petit en fait dans l'écran, s'appelle L'Insoumis. Et L'Insoumis, c'est un livre sur Mohamed Ali, non pas une biographie exhaustive, ce n'est pas un livre qui est centré sur la boxe et les exploits sportifs de Mohamed Ali, même s'il en est question, mais c'est aussi un livre sur l'Amérique du milieu des années 60 jusqu'au début des années 80, à travers le parcours personnel de Mohamed Ali, en particulier de ses prises de position religieuses et politiques dans une période, notamment au milieu des années 60, une période de contestation et de revendication des droits civiques des Afro-Américains, ou encore un petit peu plus tard son refus d'aller faire son service militaire au Vietnam. Donc des engagements pour ce qui concerne Mohamed Ali qui sont bien sûr indissociables de l'aura de ce personnage, indissociables de ses exploits sportifs et qui vont constituer en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler sa légende, l'occasion de nous plonger et de nous replonger bien sûr, dans une certaine Amérique, une histoire un peu, peut-être un peu souterraine et un peu méconnue de cette période-là. Sylvain Coher, vous êtes auteur d'une dizaine de titres, des romans, mais vous écrivez aussi pour le théâtre, vous avez écrit aussi un petit peu pour l'opéra, je crois. Vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis en 2005-2006. Parmi vos romans, celui qui s'appelle Nord-Nord-Ouest, qui raconte la traversée de trois adolescents jusqu'en Angleterre, et qui est aussi quelque part une histoire de fuite, a reçu le prix Étonnant Voyageur. Et votre dernier roman, pour ce qui vous concerne, s'intitule Vaincre à Rome, et il nous met dans la tête et dans les jambes, littéralement, parce qu'il y a aussi tout un travail sur l'écriture pour nous mettre en condition, dans la tête et dans les jambes d'Abebe Bikila, qui était éthiopien, marathonien, vainqueur du premier marathon du marathon des Jeux Olympiques de Rome en 1960, année d'ailleurs où Mohamed Ali va aussi gagner une médaille d'or et son premier titre d'envergure en catégorie mi-lourd. Cette victoire d'Abebe Bikila est aussi l'occasion de la naissance d'une légende pour ce qui le concerne, puisque d'abord, premièrement, il va gagner en courant pieds nus. C'est quelque chose qui va marquer les esprits à l'époque, et en plus, le parcours du marathon est assez compliqué cette année-là. Deuxièmement, c'est un athlète noir subsaharien, à l'époque on dit encore africain, et c'est le premier athlète africain à gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Troisièmement, il gagne en Italie, Italie qui a envahi et colonisé l'Éthiopie, donc c'est aussi à la fois un symbole de la chute des empires coloniaux de cette époque-là, de la fin des empires coloniaux, mais particulièrement pour l'Éthiopie, c'est une sorte de revanche sur l'Italie fasciste en particulier. D'ailleurs, Haïlé Sélassié, qui était l'empereur d'Éthiopie à l'époque, a dit ou aurait dit, je ne sais pas si c'est une phrase réelle, à Abebe Bikila, vaincre à Rome, ce serait comme vaincre 1000 fois.
Donc on voit tout le symbole, tous les symboles qu'il peut y avoir autour de ce sportif. Donc on voit là deux figures qui sont effectivement très marquées dans leur sport et dans leur époque. Donc ma première question, à l'un comme à l'autre, c'est comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser, Judith à Mohamed Ali et Sylvain à Abebe Bikala? Alors moi, c'est le point de départ de ce livre, c'est d'abord une émission de radio, c'est vrai. C'est les grandes traversées de France Culture, qui sont des séries d'été, des séries documentaires. C'est 10 heures autour de quelqu'un. Et j'avais déjà décliné quelques figures américaines dans cette case de France Culture. Et alors qu'on réfléchissait à l'année d'après, je me souviens avoir dit, il y a un problème, c'est qu'on n'a jamais eu un homme noir dans le sujet américain, alors que la question noire est quand même fondamentale. Et en discutant donc avec Sandrine Trainer, la patronne de culture, voilà, c'est le nom de Mohamed Ali qui est sorti, qui est pourtant pas voilà le prototype du personnage dont culture voilà s'empare. C'est un sportif avant tout, hein, Mohamed Ali. Et, et donc c'est né comme ça, c'est pas né d'une longue passion que j'avais pour Mohamed Ali. Comme tout le monde, je connaissais les grandes lignes. Je pense que Mohamed Ali, c'est l'un des hommes les plus célèbres au monde, les plus adulés au monde, et qui déborde largement son époque, puisqu'aujourd'hui on entend son nom chez des enfants, chez des jeunes qui étaient loin d'être nés à l'époque. Donc voilà, et je suis partie aux États-Unis avec cette question en tête. Et ça a été un vrai choc de se plonger dans son histoire, dans son personnage, dans cette époque. C'est une des plus grandes époques américaines, et effectivement, son histoire brasse le sport. La boxe est très important, ça a été un des sports les plus populaires aux États-Unis, et le corps de l'homme noir, ça brasse la radicalité de ces années-là, la musique. Voilà, il y a un des personnages qui était un jeune journaliste du New York Times qui nous dit au début, voilà, les années 60 commencent avec la rencontre des Beatles et de Mohamed Ali, qui était alors Cassius Clay. Et c'est très vrai, et je pense et moi je me sens intimement, et on est tous très intimement contaminés par ces années-là, qui que l'on soit. Et alors Sylvain, pour ce qui vous concerne, comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à ce personnage, ce sportif Abebe Bikila, pardon. Alors moi, il y aurait un défaut de volonté presque dans le projet initial, vu que je suis parti sur une image, je n'y connais rien en athlétisme. J'ai vu une fois l'image de ce type qui courait pieds nus, en short, dans une très belle image des ruines du forum romain. Et je suis parti dans l'idée d'écrire qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui court, avec cette chose qui, pour moi, est l'endroit où je peux placer l'écriture. C'est justement l'endroit où il y a peu de mots. Donc, sans paraphraser Audiard, mais j'aime beaucoup le monde des marins ou le monde des... J'ai écrit sur des motards, j'aimerais bien écrire sur des joueurs d'échecs. Enfin, c'est toutes ces choses où la sensation est forte, mais les mots sont faibles pour raconter, pour dire. Et avec l'idée que, n'y connaissant rien, forcément, j'allais apprendre beaucoup de choses sur cette chose bizarre qui fait courir les gens, que ça soit pour un petit footing comme pour un marathon olympique. Donc, je suis vraiment parti de là. Et la surprise, elle a été en fait en tirant sur le petit brin de laine de ce nom qui m'était complètement inconnu, déjà parce qu'en 1960, j'étais pas né, et qu'en plus, j'ai une culture française qui fait que je méconnaissais tout le contexte historique des guerres italo-éthiopiennes. Et ce petit brin de laine, en fait, en le tirant, c'était incroyable ce qui m'arrivait en termes de masse documentaire, en termes d'environnement. D'un seul coup, je découvrais une légende, je découvrais quelqu'un qui avait compté dans le monde du sport d'une manière incroyable. Pour ça, il y a comme exemple, il y a quand même le fait qu'il soit au générique d'un film avec Dustin Hoffman qui s'appelait Marathon Man en 1976, je crois. Et tout le générique est sur Abebe Bikila, alors que ça n'a pas de rapport, sinon le marathon. Mais l'avoir pris comme image pour le générique de ce film, c'est révélateur de ce qu'il a pu être dans ces années-là, à partir des années 60, comme symbole du sport, comme symbole d'une forme de pureté du sport. Et puis, on va revenir, parce que c'est le thème de cette rencontre, mais sur une espèce de thématique qui lui échappe un petit peu à l'époque, qui est le symbole
ethnique, le symbole politique de ce que représentait sa victoire. Mais moi, c'était presque involontaire, parce que tout ça est venu en chemin et chaque ingrédient était un petit peu une découverte. Alors, l'un et l'autre, comment est-ce qu'on aborde ces sportifs? D'un côté, on a Cassius Clay Mohamed Ali, qui est une légende, comme vous l'avez dit, qui est un personnage sans doute les plus connus au monde, donc c'est quand même quelque chose d'intimidant. Et puis de l'autre, un personnage qui semble moins connu, mais effectivement, quand on dévide la pelote, il y a une masse comme ça qui nous tombe dessus. Donc justement, est-ce que c'est pas aussi... comment est-ce qu'on se sort de tout ça, enfin, à la fois de la masse de documentation, de tous les symboles qu'ils ont pu représenter, comment on fait le tri et comment on choisit un angle d'attaque pour raconter ces personnages? Alors moi, j'étais moins sur une démarche littéraire que celle de Sylvain, puisque j'allais faire comme ça 10 heures de radio, donc mon idée, c'était de trouver des gens qu'il avait connus. Vraiment faire raconter l'histoire par ceux qu'il avait approchés. C'est important parce que c'est une telle légende, Mohamed Ali, une telle icône, que son histoire se lisse décennie après décennie. Et aujourd'hui, tout le monde adule Mohamed Ali, mais quand on regarde les archives, même quand il va devenir champion du monde et qu'il monte sur le ring en 1964, il est hué par la foule. Il est détesté. Quand on écoute les commentaires des journalistes, il méprise cette espèce de bavard qui fait de la poésie, qui se croit le plus beau, le plus fort. Et ça, on l'a oublié. Et quand on va retrouver les gens qui l'ont accompagné, notamment une des parties qui m'a le plus passionnée, c'est toute la partie politique. Effectivement, il a rejoint un mouvement qui s'appelle Nation of Islam, qui est pas très bien connu parce qu'on le confond avec les Black Panthers, ce mouvement, alors que c'était vraiment c'était comme une secte qui n'était pas d'un islam, de l'islam établi, qui crée quelque chose qui est très connecté à l'histoire américaine, qui refuse de vivre avec le blanc. C'est une religion qui dit que voilà, l'homme blanc, Dieu a créé l'homme noir, que l'homme blanc est venu après comme une espèce de créature du diable, et que bientôt les soucoupes volantes vont venir bombarder et sauver l'homme noir. Et on était dans les années 60 et Mohamed Ali avec Malcolm X représentait tout ça. Et donc il faut tout démêler, tout redémêler presque année après année pour se refaire son idée, comprendre exactement l'évolution du personnage, parce que le Mohamed Ali de 64 n'est pas le Mohamed Ali de 75, et le nourrir de témoignages, de rencontres et d'archives, et puis après, voilà. Mais à chaque fois, moi, je le dis souvent, on tombe amoureux. Là, je suis vraiment tombée amoureuse de mon personnage, même si parfois il est odieux, de mauvaise foi. Il a une niaque, il a quelque chose, un humour que j'ai jamais rencontré ailleurs. Donc voilà, mais il fallait vraiment tout reprendre le fil de sa vie année par année. Et alors pourquoi est-ce que après les émissions de radio, vous avez souhaité en faire un livre, sachant que forcément en plus là il y a dû aussi y avoir des choix de réduction. Les émissions c'est 10 heures, il y a du son qui permet aussi de se replonger dans l'époque, de la musique. On a entendu juste avant des extraits et donc on a tout un tas de choses qui nous permettent de nous replonger dans l'ambiance. Là, vous avez choisi de faire un livre de ces 10 heures. Pourquoi ? Alors, j'avoue que c'est plutôt une proposition de Christophe Bataille chez Grasset, qui a dit c'est un livre magnifique. Et au départ, justement, puisque vous le dites, j'ai dit mais non, c'est pas possible parce qu'il y a les archives, parce qu'il y a la musique, parce que si on enlève tout ça, qui est un puzzle incroyablement passionnant mais épuisant à faire et que j'adore faire, mais j'avais l'impression de devoir redéfaire le puzzle. Mais effectivement, en le reprenant, les voix de ces personnages que j'ai rencontrés aux États-Unis, qui sont des voix qui vont s'éteindre, c'est des gens d'une génération qui s'en vont. L'un d'eux, qui est un des personnages principaux du livre, est mort depuis. Il faut les entendre avant qu'elles disparaissent, quoi. Et donc, en remettant tout ça à plat, j'ai repris les textes et j'ai rajouté pour ce livre un peu d'ambiance, un peu road movie. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe de radio qui prend la route sur les traces de Mohamed Ali, chose qui n'était pas dans l'émission de radio, et du coup le livre prend sa cohérence et son indépendance comme ça. Effectivement, il y a, et ça c'est intéressant dans le livre, il y a aussi tout ce qu'on appellerait le work in progress, les journalistes que vous êtes, et vous racontez comment ça se passe, des moments où il pleut, des moments où vous êtes gêné justement par la pluie ou par un environnement sonore qui ne permet pas de faire des enregistrements corrects. Et on voit aussi tout ça, ça participe de l'ambiance du détricotage de la légende pour mieux l'approcher et retravailler. Donc il y a aussi tout un travail sur l'écriture,
même si ce n'est pas du roman, mais quand même que j'ai trouvé aussi intéressant. Sylvain, pour ce qui vous concerne, donc du coup, quand vous voyez, comme vous dites, vous dévidez la pelote et puis vous voyez ce personnage qui devient de plus en plus grossissant en termes de masse de documentation, donc est-ce que vous vous dites, oulala, à quoi je m'attaque, ou comment vous choisissez, vous aussi, un angle d'attaque pour pouvoir parler de tout ça, parce que le livre est assez court. Alors, on peut aussi parler de l'écriture, hein. C'est un livre qui fait, pour un lecteur moyen, à peu près la durée d'un marathon, entre 2 heures et 2 heures et demie, donc selon que vous courez vite ou moins vite. Mais il y a tout un travail aussi. Comment ? On peut le lire en 5 heures si on n'a pas de On peut le lire en 5 heures en faisant des pauses, en s'arrêtant à chaque ravitaillement, effectivement. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même aussi c'est un livre assez court, c'est ce que je voulais dire en termes d'épaisseur, mais qui est vraiment dense. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce roman. Donc comment est-ce que vous travaillez pour arriver à avoir un axe de travail comme ça et nous mettre à la fois dans la tête et dans le corps, parce qu'on est vraiment dans le corps aussi d'Abebe Bikila. Bikila, décidément, est-ce que vous êtes, je ne sais pas, mis au marathon ou... Oula, non. Non. Je pourrais mentir, mais je vais être honnête avec vous. Non, je suis incapable de courir plus de 7 mètres, je pense. Mais pour répondre à cette question, en fait, moi, j'ai aucune formation journalistique. C'est pas, je suis très admiratif du travail de Judith, déjà de son livre, mais en plus de ce qui a précédé le livre et qui constitue un vrai travail de sourçage et de documentation très précis. Moi, je suis plutôt romancier, et c'était la première fois de ma vie que je m'attaquais à un personnage vivant, donc c'était énormément de problèmes pour moi, c'est-à-dire comment j'aborde ça. Et ce que j'ai vu dès le début, c'était en fait le piège pour moi, c'était de tomber de faire une biographie, sachant que j'en avais aucune compétence. Et qu'en plus, alors, d'une part, c'est pas mon travail, mais il y a des biographies qui existent et qui sont probablement beaucoup plus pertinentes de ce que moi je pouvais dire. Donc, je suis resté sur l'idée du corps qui court, d'écrire le corps, d'écrire ce qui pouvait se passer en termes de sensations chez un homme qui court un marathon, même sans le pratiquer moi-même. Je suis prêt à assumer l'usurpation totale. Mais le piège, c'était que, comme vous le disiez, il y avait tellement d'éléments historiques, il y avait tellement d'éléments biographiques et en même temps si peu, parce que contrairement à Mohamed Ali, la documentation sur Abebe Bikila est beaucoup plus diluée, diffuse. Il y a une forme d'oralité dans cette transmission-là. On trouve des informations complètement opposés. Je pourrais vous citer plein d'exemples, mais dans les biographies, il y a des choses qui s'opposent complètement, alors que bon. Et puis, il n'y a pas tant de vraies données journalistiques sur lui. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de pistes qui sont ouvertes, mais en tout cas, ce travail qui consiste à aller chercher à la source, comme a pu le faire Judith, aller aux États-Unis. Moi, j'avais pensé aller en Éthiopie pour commencer à refaire un travail comme ça de ce que je pouvais en faire journalistique. Et je me suis dit assez rapidement que j'allais me perdre parce que c'était pas ça. Mon projet à la base, c'était pas d'écrire une biographie. Et c'est pour ça que j'ai réduit l'écriture uniquement au temps de la course. Je me suis dit que si je me mettais une barrière autour du personnage des 2 heures, 15 minutes, 16 secondes de la course, ça m'empêcherait de trop partir sur des choses que je maîtrisais pas. Et puis cet exercice, comme une contrainte littéraire, cet exercice à contrainte me plaisait bien parce que quand on a une barrière, on a toujours envie de regarder par-dessus la barrière. Donc je me suis assez rapidement posé la question, comment est-ce que j'allais être capable d'écrire 2 heures, 15 minutes, 16 secondes d'un homme qui court, uniquement en le décrivant physiquement. Donc j'étais obligé de rentrer un petit peu dans sa tête, donc j'étais obligé de trouver des subterfuges, notamment le fait d'écrire à la première personne pour que le lecteur puisse ressentir des choses. Donc ce positionnement-là m'a amené à trouver finalement des trucs, des ficelles, pour pouvoir rendre mon personnage crédible. Et finalement, le reste m'importait moins, sinon de le faire transparaître un petit peu, parce que c'était impossible de passer à côté. Vous l'avez dit en introduction, cette phrase, moi, j'ai aucune idée.
on la trouve partout, la phrase d'Haïlé Sélassié qui aurait dit « Vaincre à Rome, c'est comme vaincre 1000 fois ». Mais il y en a d'autres qui sont magnifiques. Il y a le fait qu'un soldat, vu que c'était Abebe Bikila était soldat de l'empereur, un soldat réussissait là où le million de soldats de Mussolini avaient échoué. Toutes ces phrases-là, je savais finalement pas trop quoi en faire, mais c'était quel gâchis si je passais complètement à côté. Donc j'ai essayé de les intégrer délicatement, peut-être plus ou moins délicatement au texte, qui fait que j'ai pas uniquement un récit de course, j'ai un récit de course qui est quelque part un petit peu coloré à la mode années 60 et sur le contexte historique de cette course. Alors, on va voir si ces deux sportifs sont, on parle d'engagement, mais est-ce qu'ils sont aussi engagés ou est-ce qu'on a voulu leur faire endosser aussi un certain nombre de choses parce que c'est l'époque, parce que ils symbolisent ou cristallisent un certain nombre de choses à l'époque. Mohamed Ali, Judith, on aurait tendance à dire que c'est un produit de son époque autant qu'un acteur, dans le sens où il est quand même il est à une époque particulière, c'est un athlète noir dans une époque où il y a des revendications pour les Afro-Américains, etc. Il a une certaine conscience quand même de tout ça aussi, hein, qu'il assume et qu'il revendique. Et à la fois, donc, il est aussi, on lui fait aussi jouer un certain nombre de rôles, et peut-être notamment, et ça c'est l'objet justement du livre, à travers cette secte, c'est ce mouvement Nation of Islam qui a un personnage qui est presque un gourou, qui est mené par Elijah Muhammad, et qui va finalement manipuler quelque part, peut-être, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire ça, Mohamed Ali pour en faire aussi un porte-parole, plus ou moins malgré lui. Ça, c'est très ambivalent parce que je pense que Elijah Muhammad, donc ce mouvement Nation of Islam, était un mouvement qui se voulait donc séparatiste, réclamait des États et créait des écoles pour les disait partait du constat qu'on n'arriverait pas à l'intégration et à la mixité, qu'on allait créer des écoles pour les enfants, des magasins pour les Noirs. Enfin voilà, on allait vivre entre nous. Et c'est vrai que ça a une certaine vertu sur beaucoup de gens, notamment sur les prisonniers, puisque il y en a beaucoup qui se sont redressés, qui étaient des petits gangsters en entrant et qui sont sortis en ministre de ce culte, comme Malcolm X, qui est un jeune gangster qui, grâce à Elijah Muhammad, devient Malcolm X. Et pour Mohamed Ali, donc, qui rentre en jeune, fougueux, boxeur très jeune, très immature, en même temps conscient de ce qui se passe, et qui est rebaptisé Mohamed Ali par Elijah Muhammad, qui va le construire quand même. Et donc, à la fois, on sent bien par moments, Mohamed Ali est prisonnier de ce rôle-là, parce que Elijah Muhammad est très strict. Et par exemple, Mohamed Ali, il aime follement sa première femme, mais il va devoir s'en séparer parce que cette femme, elle ne peut pas du tout se soumettre aux normes de Nation of Islam, qui sont assez un islam strict. Il y a comme ça des moments où on sent bien qu'il est la créature de cet homme. Et il y a des moments où on sent que ce mouvement a structuré Mohamed Ali. Et qu'il n'aurait pas pu endosser cette cause tout seul. Il n'aurait pas pu affronter son pays, il a affronté tout son pays, l'armée, le gouvernement, la foule blanche qui le huait, des menaces de mort, le FBI qui était à ses trousses, tout seul, c'était pas possible. Et il fallait qu'il ait ce mouvement derrière lui. Donc, de temps en temps, il faut faire attention à ne pas juste... effectivement, que ce mouvement paraît très caricatural, et en même temps, dans cette époque si violente, elle a eu une vraie fonction d'éducation, de protection, mais il a fallu qu'il en sorte. Ça, c'est évident qu'il a fallu qu'il en sorte après Malcolm X, qui en est sorti lui aussi. C'est ça, c'est-à-dire que dans le livre, vous rappelez bien comment il est entre les deux en permanence, avec ses propres envies à lui, sa propre vision des choses, et les choses qu'il se sent obligé de faire par rapport à ce mouvement. Notamment, il était effectivement très ami avec Malcolm X, et quand Malcolm X va quitter Nation of Islam, donc être mis au banc, vraiment presque, enfin plus que pointé du doigt, parce qu'il y a des menaces de mort carrément de la part de ce mouvement sur Malcolm X, eh bien Mohamed Ali va dire du mal aussi de Malcolm X, et on ne sait pas trop si c'était ce qu'il pensait vraiment ou si c'était parce que plus ou moins on lui soufflait ou il avait intégré qu'il valait mieux pas dire du mal de Malcolm X. Il valait mieux dire du mal de Malcolm X. Oui, là, il est totalement disciple, il est dans la ligne et il trahit vraiment. C'est un des moments pour moi les plus
la relation Malcolm X, Mohamed Ali, elle était vraiment très fusionnelle. Et Malcolm X a voulu l'entraîner avec lui dans la création d'un nouveau mouvement. Et là, Mohamed Ali était complètement, effectivement, sous l'autorité de son gourou. Et on peut se demander si l'histoire aurait été différente si le champion du monde de boxe, qui n'était pas rien à l'époque, avait pris parti pour Malcolm X. Et de même, au moment de son appel pour aller faire son service militaire au Vietnam, ce que vous racontez, donc après il est devenu aussi quelque part le symbole d'une génération, à la fois d'une communauté et à la fois d'une génération qui refusait d'aller au Vietnam parce que c'était une catastrophe pour cette génération-là. Donc ça dépasse là pour le coup la communauté noire américaine. Mais vous racontez que sa première réaction, c'est pas je vais être le porte-parole de cette génération, c'est plutôt ah oui, mais moi j'ai des combats de prévus, je vais perdre de l'argent. Et du coup, voilà. Oui, le Robert Lipsyte qu'on a vu longuement et qui est alors journaliste du New York Times et qui le suit beaucoup, est avec lui quand il reçoit le coup de fil de l'armée. Jusqu'à ce moment-là, il n'était pas. Il avait tellement des examens, les tests, il passaient pas parce que vraiment, il était totalement ascolaire. Donc, comme l'armée avait besoin d'engager plus de gens, ben voilà, il devient possible d'envoyer Mohamed Ali. Et sa première réaction, c'est de dire mais je veux pas y aller, moi je paye assez d'impôts avec tout mon fric, ils ont qu'à envoyer des pauvres types, quoi. Et il nous a et petit à petit, vraiment, c'est tout lui, c'est-à-dire qu'à la fois il est dans la jouissance de son titre, de sa vie, il pense à lui. Et en même temps, ce personnage qui va incarner beaucoup plus que lui. Et la fameuse phrase j'ai rien à faire là-bas, les Vietnamiens m'ont jamais traité de nègre, elle vient quand les caméras arrivent. Mais cette scène, moi, je l'adore. Et quand j'entendais Robert Lipsyte nous raconter comme ça son l'évolution de ses mots, c'est tout lui, mais c'est très humain en fait. C'est très humain, c'est pas c'est Ali, quoi. Voilà, plus ambivalent, mais tellement humain. Mais c'est vrai que ça relativise, voilà, ça replace en tout cas les choses dans leur contexte et c'est ça qui est intéressant et ça replace les choses à échelle humaine malgré tout ce qu'il peut y avoir aussi d'important à une échelle historique. Sylvain, par rapport à Bébé Bikila, comment est-ce qu'on pourrait lui finir, contrairement à Mohamed Ali qui lui a intégré le show dès le départ et qui est un personnage de parole, au contraire, à Bébé Bikila, lui, c'est plutôt quelqu'un de modeste et même de très taiseux aussi, apparemment. Ouais, c'est complètement ça, et on pourrait jouer au jeu des ressemblances, parce que symboliquement, il y a énormément de ressemblances dans ces deux personnages. Enfin, le fait que ça soit une prouesse sportive et quelque chose qui se montre au monde quasiment dans le même temps. Mais il y a un bagage qui est un bagage culturel que Mohamed Ali a. Mohamed Ali, il écrit des poèmes, il a du bagou. Enfin, il est provocateur, il est ce qu'il est. Mais il y a quelque chose comme ça qui est très fort en termes de parole, alors que Abebe Bikila, c'est un soldat, c'est un militaire. Et l'exemple le plus flagrant, c'est que finalement, quand il gagne le marathon, les journalistes qui savaient une heure avant, qui ne savaient pas écrire son nom, qui ne savaient même pas qui il était, se jettent sur lui. Et vu qu'il n'a pas été préparé et qu'en 1960, les sportifs ne sont pas forcément préparés à la parole comme ils le sont maintenant, ces deux premières phrases punchline journalistique, c'est la première, c'est j'ai toujours voulu avoir un survêtement avec marqué Éthiopie dans le dos. Donc, on imagine aujourd'hui un sportif professionnel qui dirait ça jetterait un froid. Et la deuxième phrase, c'est ce que j'ai fait, n'importe quel autre soldat d'Éthiopie aurait pu le faire à ma place. Ce qui là, pour le coup, est une très belle phrase d'humilité sportive, mais aussi de beauté du geste, c'est-à-dire qu'en gros, il est en train de dire qu'il a fait quelque chose qui est pour lui pas exceptionnel. Tout le monde reprend à la fin de la course, qui refait des échauffements, qui serait prêt à en faire un deuxième. Et là, on a une partie du mythe qui commence à naître, de l'homme increvable, mais il n'a pas la parole qu'il aura en 64, où à Tokyo, où il va regagner, où là, il y aura eu un petit peu un travail de langage, d'éléments de langage. Là, il l'a pas. Mais je vais demander à Judith si elle pense que cette piste-là pourrait être bonne. J'ai l'impression que ces deux personnages-là, il y en a un quand même qui a la volonté, c'est-à-dire Cassius Clay, il a
la volonté de faire quand même de son exploit un symbole, ou de représenter un désir de représentation, que ça soit pour l'islam, avec son changement de nom après, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est au-delà ou qui est plus grand que lui-même. Abebe Bikila, j'ai l'impression que c'est complètement l'inverse, vu qu'il va se battre pendant quelques années, enfin pendant au moins quelques mois en tout cas. Bon, après la course, il y a un coup d'État, il va échapper à la prison, mais il est manipulé. En tout cas, au niveau de ce qu'on peut dire de lui journalistiquement, il va toujours se défendre finalement d'être un symbole, alors que tout le monde aimerait qu'on ait quelques années avant le gant de cuir tendu, mais tout le monde aimerait en 1960 finalement que ce type venu nulle part, qui bousille quand même la grande entente de la guerre froide sportive, qui est la compétition de deux blocs, les États-Unis, la Russie, qui arrive dans l'année de toutes les décolonisations en Afrique. On aimerait qu'il ait un discours, la presse entière du monde entier aimerait que ce type d'un seul coup nous sorte un discours sur le fait que pour la première fois un Africain a gagné des Jeux Olympiques, la médaille d'or, mais que du coup l'Afrique est en train de montrer quelque chose au monde. Et ça, c'est un discours qui est attendu en Afrique, mais qui est aussi attendu en Europe. Et il ne vient pas. Il ne vient pas parce qu'il n'a pas les mots, mais il ne vient pas aussi parce qu'il n'en a pas la volonté. Et cette chose-là, alors ça, en faisant une revue de presse de 1960 et des années qui suivent, on voit les journalistes qui essayent de tourner, qui essayent de montrer qu'on trouve des choses assez drôles. Le fait qu'il ait couru pieds nus, alors suivant où on se place sur le curseur de la presse, on peut trouver que c'est un défi au monde entier en montrant qu'un Africain n'a même pas besoin de chaussures pour gagner des Jeux Olympiques. Mais on peut trouver à l'inverse qu'un Africain n'est pas digne de participer aux Jeux parce qu'il n'a même pas les moyens de s'acheter des chaussures. On sent qu'il y a cette espèce de flou-là. Et finalement, il n'y a pas ce que Mohamed Ali a finalement avec cette structure de Nation of Islam, de quelque chose qui finalement j'allais dire le pousse, mais il y va aussi un peu volontairement. Je ne sais pas, Judith, ce que tu penses de ça, mais moi, en tout cas, c'est la sensation que j'avais en lisant ton livre, c'est qu'il y va quand même volontairement. Abebe Bikila, j'ai l'impression qu'on l'y pousse, mais il ne peut pas y aller, il ne veut pas y aller. Oui, non, mais Mohamed Ali, on trouve même dans l'enfance des phrases avant même qu'il ait commencé. Enfin, il a 2 ans de boxe, il a 12 ans, il dit qu'il sera champion du monde. Il y a déjà en lui une espèce de niaque, de destinée qu'il s'est forgé dans sa tête et qu'il va accomplir finalement. Et après, effectivement, il va trouver les outils, les personnes qui vont l'accompagner. Et d'ailleurs, en parlant d'Afrique, son premier voyage après son titre de champion du monde en 64, c'est l'Afrique. D'habitude, les champions du monde, ils vont en Europe. Et là, effectivement, on est en plein panafricanisme en Afrique. Les mouvements afro-américains sont dans un retour aux origines. D'où venons-nous, nous, enfants et petits-enfants d'esclaves. Et il arrive au Ghana, et là, c'est une foule en liesse. Et là, tout à coup, Ali se tait, parce qu'il n'a plus, lui qui est déjà si bon à la télé, sur tous les shows télé américains. Là, il voit ce peuple, ces villages africains en liesse. Il n'a plus les codes africains, mais il comprend que quelque chose est en train de se passer autour de lui, qui va même au-delà de ce qu'il avait imaginé, sur des terres très très lointaines. Mais là, encore une fois, il va savoir très bien s'en servir, et ça deviendra 10 ans plus tard le combat de Kinshasa, à l'invitation de Mobutu. Et je pense que le territoire aujourd'hui qui vénère encore le plus Ali, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Mais ça veut dire aussi que par rapport à la différence peut-être entre les deux, c'est que Mohamed Ali a vraiment conscience de ce qu'il représente plus ou moins malgré lui, mais en tout cas il en a conscience et il en joue, alors que si je comprends bien, Abebe Bikila, au départ, lui, il n'a même pas forcément conscience de ce qui va se jouer s'il gagne. Le côté peut-être par rapport à l'Éthiopie, la revanche, mais au-delà, est-ce qu'il a conscience de tous les symboles qu'il va représenter ? Pas du tout, je pense. Et ce qui est drôle, c'est que c'est des symboles inversés. C'est-à-dire, on pourrait croire en septembre 1960 que ce type va devenir l'étendard panafricain, c'est-à-dire l'étendard d'un continent qui vient montrer au monde qu'il existe et qu'il est capable de décrocher l'or. Il faudrait reprendre l'histoire des Jeux Olympiques, mais c'est drôle que ce soit la figure de Mohamed Ali ou la figure d'Abebe Bikila. Quelques années avant seulement, les Africains ne participaient pas aux Jeux.
où il y a toutes ces choses qu'il faut aller lire dans les archives du comité olympique sur ce que pensait ce qui était pensé même de l'idée que des Africains puissent participer aux Jeux. Abebe Bikila, lui, récupère une espèce de médaille posthume qui est assez curieuse, qui interroge un petit peu sur le fait aussi qu'il représente une idée de la pureté du sport qui fait qu'aujourd'hui, pour plein d'athlètes, plein de marathoniens, mais aussi plein de gens d'autres sports, il représente une forme alors pureté, c'est un mot un peu particulier, mais d'avant, du sport d'avant. C'est-à-dire ce type est pieds nus avec son short un peu trop court, avec le peu de moyens. Et il y a cette très belle page de Giono que j'ai mis à la fin du livre où il dit ça, enfin, la consternation de toutes ces équipes qui mettent des millions pour préparer des sportifs, et ce type arrive quasiment en autostop et gagne un temps, et se fait un record au marathon des Jeux et décroche une médaille d'or. Et le fait qu'il ait du coup un aspect un peu christique. Alors là, on est à l'inverse de Nation of Islam, mais il y a quand même cette chose-là aussi dans la représentation. Qui sont les hommes, qui sont les grands hommes qui nous représentent? Et c'est assez curieux, je trouve, aujourd'hui, de voir, par exemple, l'Italie célèbre Abebe Bikila comme aucun autre pays au monde, enfin, à part peut-être l'Éthiopie. Mais c'est un héros en Italie. Et qu'est-ce qui se passe dans cette question-là? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui concilie à la fois le monde de gauche progressiste qui voit quand même une espèce de revanche sur l'Italie mussolinienne dans sa victoire, mais aussi tout un monde chrétien qui voit aussi une sorte de messie sportif qui arrive les bras en croix, pieds nus, et dans ce dénuement qui rend le sport, et alors en 2020, ça fait curieux de dire ça, mais qu'est-ce qu'il est beau ce sport-là. Enfin, s'il y a un sport qu'on doit aimer, c'est quand même celui qui se fait quasiment à poings nus sur un ring, ou les pieds nus, ou bon, moi je suis plutôt quelqu'un de la mer, mais j'ai aussi heureusement qu'il y a Moitessier qui s'arrête pas sur la ligne d'arrivée et qui dit non les gars, moi je m'arrête pas, je refais un tour du monde. C'est tellement finalement ce qu'on attend dans ce type de performance que ça en fait des hommes, enfin des légendes très contemporaines, mais des légendes quand même. Donc après, sur une légende, c'est inattaquable une légende. Il faut la laisser telle quelle parce qu'on en a tous besoin. Ouais. Et puis Mohamed Ali disait toujours, mais pourquoi on nous dit que Jésus était blanc? Tout à fait. C'est sa question. Donc voilà, Jésus était peut-être pas si blanc. Voilà. Mais alors, c'est vrai que pour ces deux sportifs, la religion a aussi une grande importance. Bon, Mohamed Ali, donc c'est l'islam. Effectivement, il se convertit et puis il entre à Nation of Islam, donc il est structuré par ça. Il a une foi qui semble assez sincère, ça, il y a pas de doute. En dehors des extrêmes ou de l'extrémisme un peu vers lequel éventuellement on a tenté de le pousser, si je comprends bien. Et pour ce qui concerne Abebe Bikila, dans le livre, dans votre roman, il y a aussi très souvent des rapports à Dieu, il parle à Dieu, etc. Donc dans les deux cas, il y a aussi ça qui se joue, une foi qui vient aussi jouer dans la volonté, dans la légende, dans tout ce que ça représente aussi, qui est importante. Mohamed Ali, il est comme la majorité des Afro-Américains qui sont quand même très, très croyants. Ses parents étaient chrétiens, comme la grande majorité des Afro-Américains. Lui, effectivement, il va passer par Nation of Islam, et puis, comme beaucoup de gens de Nation of Islam, devenir un musulman sunnite dans les années 70-75, donc un islam modéré, et il sera musulman quand on va sur sa sépulture. En fait, il a une sépulture musulmane, et quand il est mort, il y a eu 2 messes. Il en fallait une chrétienne parce qu'on était quand même aux États-Unis, mais il y a eu aussi une messe musulmane. Donc, et il est une grande figure, ça participe énormément, je pense, de sa notoriété dans le monde musulman. Mohamed Ali, c'est quelqu'un de très important. Et dans les années, milieu des années 60, début des années 70, où en est l'islam aux États-Unis? Est-ce que c'est une religion courante, minoritaire, forcément, mais je veux dire vraiment à la marge ou... Oui, très, 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 très marginal, parce que d'abord, dans les années 60, les vagues de migration venant des pays musulmans, elles sont pas encore là, elles commencent vraiment dans les années 70. Donc, c'est Nation of Islam, mais qui est vraiment un mouvement à part. Hein. On ne peut pas le recouper avec l'islam
traditionnelle. La légende que je vous racontais un peu de manière brouillonne et très vite tout à l'heure, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées qui se raconte encore à Nation of Islam à Chicago, où on attend sûrement encore une soucoupe volante. Mais c'est en tout cas un mouvement qui a été très minoritaire, mais qui a travaillé la communauté noire dans les grandes villes, Chicago, New York, Détroit, et qui a fourni quand même 2 grandes figures du mouvement afro-américain, c'est Mohamed Ali et Malcolm X. Et Sylvain, alors le rapport de qu'il a avec la religion, quel est-il exactement ? Alors moi j'ai un problème là pour le coup qui est un problème de où est la vérité, c'est-à-dire que pour pouvoir faire parler un mort, il faut se demander comment il pouvait parler. Et j'avais juste moi comme données, enfin j'avais les interviews et ce que je pouvais lire ou entendre de ces peu de prises de parole. Mais il y a quelque chose qui me paraissait important, c'est qu'il avait eu une partie de sa vie comme berger avec une école de village qui était une école orthodoxe, qui est l'école des psaumes. Et la deuxième partie de sa vie, vu qu'il est devenu militaire pour aller manger à 17 ans et qu'il a rejoint Addis Abeba pour s'engager, qui est l'école de l'armée. Donc pour moi, peut-être que c'est un raccourci, hein, mais en tout cas, les 2 données que j'avais pour essayer de construire une parole ou lui redonner une parole, c'était à la fois ce côté pieux, mais alors d'un catholicisme en version éthiopienne, c'est-à-dire très proche des origines, et tout ce message martial de la préparation militaire. Donc si on rejoint les 2, c'est assez drôle, parce que déjà les injonctions finalement peuvent se recouper, mais du coup, moi j'ai récupéré des éléments de ces 2 choses pour le faire parler. Mais je pense que oui, c'était quelqu'un de pieux. Il faut voir quand même, et alors ça, dans le monde du sport, c'est quelque chose de complètement fou, c'est qu'il faisait le jeûne 274 jours. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Moi, j'ai fait au bout de 3 heures. Mais en tout cas, il a fait le jeûne pendant les préparations des Jeux Olympiques aussi. Donc là où tout le monde allait manger, lui, il mangeait pas, il mangeait très peu. Et ce côté... peut-être aussi que cette absence de volonté il a la volonté de vaincre, mais pas forcément de montrer au monde qu'il est meilleur que tous les autres, c'est-à-dire se placer d'abord son pays et placer d'abord son empereur et placer d'abord sa condition de soldat. C'est quelque chose qui va, à mon avis, avec. Alors, ce qu'on peut dire quand même de ces deux personnages, c'est que il y a aussi sans doute une part de cette légende et de tout ce qu'on a placé autour d'eux qui est aussi littéraire quelque part, en tout cas lié peut-être à la littérature. Pour Mohamed Ali, notamment, il y a Norman Mailer qui a quand même écrit un magnifique livre, vous le citiez ce matin sur le sujet. Donc ça participe aussi sans doute à la légende, au côté à la fois engagé, à la fois légendaire du personnage. Ben oui, en plus, il est vraiment dans cette période du Black is Beautiful. Donc, on écrit sur Mohamed Ali, on chante Mohamed Ali. Quand il combat, donc effectivement, il y a Norman Mailer, il y a Diana Ross, il y a Frank Sinatra. Voilà, donc c'est super glamour en même temps. C'est une affiche incroyable. Mohamed Ali, il draine tous ces gens-là. Et donc, quand même il n'est pas sur le ring, eh bien, il y a une chanson, il y a un livre, il est à la télé. Et il faut absolument regarder sur YouTube Mohamed Ali à la télé. C'est à mourir de rire tellement il est fort. Il est fort, il est grand communicant. Moi, je ne m'en lasse pas, j'en découvre encore, je continue. Donc voilà, c'est un tout, effectivement, parce que tout le système américain du showbiz, de l'entertainment, du sport, de la culture américaine, du cinéma, c'est à sentir en lui un super bon client, quoi. Donc effectivement, tout ça se met en branle et ça donne effectivement du Mohamed Ali qu'on croise régulièrement en lisant, en écoutant de la musique. Mais quand même avec effectivement, encore une fois, le sens de ce qu'il représente. Enfin, vous racontez aussi quand il arrive au fameux combat de Kinshasa, la façon dont il arrive par rapport à Foreman qui est complètement différente, où là les deux sportifs se comportent de façon tout à fait différente. Et lui, Mohamed Ali, il a conscience déjà de ce qu'il représente,
de ce qu'il véhicule et il arrive habillé à l'africaine, etc. Et donc forcément, il y a aussi, il véhicule lui-même les propres symboles qu'on lui fait parfois aussi endosser. Oui, parce qu'il y a eu ce voyage d'abord 10 ans plus tôt au Ghana, il a compris ce qu'il incarnait en Afrique. Et il y a cette anecdote que j'aime beaucoup, parce que comme il insultait beaucoup son adversaire, il les traitait, généralement son adversaire était noir, voire plus noir, plus prolo que lui, mais il le traitait, donc le Tom, de boxeur pour blanc. Donc là, dans l'avion, avant d'atterrir à Kinshasa, un des membres de son équipe lui dit le traite pas donc le Tom, Foreman, parce que ici ça veut rien dire. Et donc il dit qu'est-ce qu'ils aiment pas alors les gens du Zaïre, les Belges. Alors il sort de l'avion et il dit Foreman est un Belge. Directement il donne le rôle du blanc, du collabo, du colonial à l'autre qui est plus noir que lui, et Foreman effectivement qui va descendre dans l'hôtel des Occidentaux, qui arrive avec un berger allemand. Il n'y a pas plus colonial que le berger allemand. À un moment il comprendra pas pourquoi ce peuple africain aime tant Ali alors que lui aussi est noir. Mais Ali a compris depuis longtemps qu'il fallait réécrire l'histoire et retourner la réécrire de bout en bout, que ce soit d'un point de vue religieux, politique. Et ça, l'Afrique y a été très très sensible et il l'a fait très bien. Ouais. Alors Sylvain, il n'y a pas l'équivalent chez Bébé Bikila, mais il y a quand même Giono qui est là, qui assiste au jeu et qui va quand même écrire un papier sur cette victoire et qui va aussi poser des questions, c'est quand même un nom, Giono, dans la France de l'époque. Donc je suppose que ça a aussi contribué à poser un certain nombre de problématiques. Ça, c'est pour la version française. La France n'a pas tellement digéré ces jeux-là. Parce que sur la ligne de départ, en gros, celui qui aurait pu gagner devant Bébé Bikila, c'est Abdeslam Radi, qui qui a choisi le drapeau marocain pour courir. Donc, quand on écoute les commentateurs sportifs de l'époque, c'est assez drôle. Le Français Abdeslam Radi, qui court sous les couleurs marocaines. Les commentaires Bébé Bikila échappent un peu à la France. Après, c'est clair que l'aura n'a rien à voir avec celle de Mohamed Ali au point de vue international, même en termes de figure. Je pense que le bagou de Mohamed Ali, mais aussi sa beauté plastique, c'est un pur... c'est un type à avoir en poster quand on est une jeune fille ou un jeune garçon américain dans les années 60 dans sa chambre, tellement il répond... Il est punk comme un rappeur de 2020. Il le dit lui-même, souvent il le dit, je suis beau. Non, mais est-ce que je suis pas beau? Oui, je suis le plus beau. Alors, Bébé Bikila est beau aussi. Alors, c'est le chemin inverse quand tu disais, Judith, tout à l'heure qu'il met un costume traditionnel en allant en Afrique. Après septembre 1960, Bébé Bikila, il va toujours être en costard-cravate. Le plus européanisé ou le plus... voilà. Donc, les enjeux sont pas du tout les mêmes en termes de représentation. Il y en a un qui a un idéal un peu exalté, qui est l'idéal de ce qu'il doit représenter. Et finalement, l'autre, ce qu'il représente, il voudrait se montrer différent. C'est pas du tout clair ce que je viens de dire, mais c'est pas très important. Ils sont dans un processus inversé, c'est clair. Voilà. Après, en termes de symbolique, moi, j'ai été étonné. Alors, encore une fois, j'y connais rien en athlétisme, mais au début, dans les premières rencontres que j'ai faites, quand j'ai commencé à parler d'Abébé Bikila, c'est incroyable. Alors, ça s'est perdu. Moi, je suis très fier d'avoir remis un petit ballot de paille pour refaire rallumer un petit peu la mèche. Il faut savoir, alors je ne sais plus quel est le terme en journalistique, mais il n'y a pas longtemps, un journaliste me disait que Bébé Bikila, c'était pour des journaux comme L'Équipe, c'est la chose qui revient très régulièrement et qui fait des lecteurs parce que l'histoire est fascinante, parce que voilà. Mais si le personnage s'est un peu perdu, il a été, en tout cas, des années 60 aux années 80, une énorme figure sportive. Alors, dans le monde du sport, il a été une figure très importante en Afrique. L'enterrement d'Abébé Bikila en 74, c'est 70 000 personnes dans un stade. Il faut voir la mesure de ce qu'il a représenté pour une discipline qui est qui est quand même la course à pied, qui a pas les mêmes... qui n'a pas les mêmes lumières que la boxe ou le foot ou des sports comme ça qui sont très populaires. Et
il se passait quelque chose au point où, alors pour la petite anecdote, moi on m'a raconté une famille africaine qui, à l'époque, avait dans la cuisine une photo d'Abébé Bikila, et quand les gamins faisaient des bêtises, le père les amenait devant en disant « vous ne serez jamais à la hauteur de cet homme-là ». Il a représenté en Afrique quelque chose de très fort, et au-delà, dans le monde entier, je parlais du film Marathon Man, mais il a représenté aussi quelque chose qui est encore vivant, encore aujourd'hui en Italie, qui a posé une plaque en plein centre de Rome en 2010, je crois, pour célébrer Abébé Bikila qui a couru pour l'honneur de son pays. Enfin, c'est des choses quand même assez incroyables. Et il a représenté alors peut-être c'est juste une génération avant, mais pour la plupart des coureurs, il reste une figure, un modèle, un exemple, mais un exemple aussi d'une forme d'intimité dans la course, du dépassement de soi, de la performance, où finalement on s'en fiche des temps. Mais ce qu'il a montré, c'est je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu la magie du sport, d'être capable par la volonté de pouvoir accéder à un niveau de podium complètement incroyable, quoi. Mais alors, pourquoi est-ce que, du point de vue français, on a d'un côté un Mohamed Ali qui reste dans toutes les mémoires et pas Abébé Bikila? Est-ce que c'est la question de la notoriété du sport, ou est-ce que c'est une question, finalement, en arrière-fond, une question encore politique et un peu coloniale au reste des restes coloniaux? C'est-à-dire que d'un côté, on a un Africain avec le passé colonial de la France, et puis de l'autre côté, on a un Américain, ce qui n'est pas du tout la même chose, bien qu'ils soient noirs tous les deux et que, quelque part, ils aient des similitudes en termes de ce qu'ils ont porté de symbolique. Est-ce que ça se jouerait à ce niveau-là, ou pas du tout? Alors, ça joue évidemment, je parlais de l'appareil américain et toute cette dimension culturelle, entertainment, showbiz qu'il y a autour d'Ali, mais Ali, il a 20 ans de boxe, il dure pendant 20 ans. Les derniers combats d'Ali, c'est 81, voilà, donc il est là pendant 20 ans. Sur le ring, puis quand il n'est plus sur le ring, il incarne la résistance à la guerre du Vietnam, il devient une figure même des hippies, enfin de toute la contestation. Donc il occupe quand même l'histoire pendant un moment. Et comme en plus il voyage, il diffuse son image et son discours partout dans le monde. Donc c'est un grand segment de toute l'histoire du XXe siècle. Ali, il dure longtemps, et quand il réapparaît à Atlanta 96, donc là il est très atteint par la maladie de Parkinson. Il porte la flamme olympique, c'est la surprise, et le corps comme ça tremblant. Et là, il y a un cri dans la foule qui, tout à coup, le monde entier revisite son histoire, c'est-à-dire que revoit à travers ce corps très malade le corps magnifique tout ce qu'il a pu incarner, et toutes ces décennies violentes, radicales, utopiques qu'il a traversées. Donc finalement, il transporte tout ça. On peut projeter sur Ali beaucoup de nos souvenirs. Enfin, en tout cas, les gens projettent sur lui plein de leurs souvenirs, qu'ils regardent la boxe ou pas d'ailleurs. Donc c'est logique, indépendamment du fait qu'il soit américain, ce qui est important, et qu'il y a toute une machinerie derrière, qu'il soit encore plus présent que Abébé, oui. Oui, c'est évident. Et puis, ça serait difficile de répondre. Enfin, moi, je trouve ça très difficile de répondre. Il n'y a même pas l'excuse du sport, parce que finalement, alors, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la boxe, mais il me semble que même les dernières années des derniers combats de Mohamed Ali, la France était très quand même centrée sur le foot, ce qui était pas forcément le cas du temps de Marcel Cerdan. Enfin, il peut y avoir, par rapport au sport comme ça, dans la représentation nationale, dans les pays, des effets de mode ou d'époque. Et on voit que Mohamed Ali, il percute tout ça, il traverse tout. C'est-à-dire, il traverse les âges, il reste une icône, c'est du pop art. C'est la pop culture. Voilà. Abébé Bikila a pas cette chose-là finalement. Abébé Bikila, il reste, enfin voilà, il a eu une carrière tellement courte. Il a couru 3 Jeux Olympiques. Le dernier, il a été obligé d'abandonner. Le deuxième, il l'a couru en ayant été opéré de l'appendicite 3 semaines avant, et en le cachant parce qu'il avait peur qu'on lui interdise de courir. Il le gagne, il pulvérise. Potentiellement, il y avait un potentiel de coureur, enfin de sportif, si sa carrière avait duré, qui, à mon avis, en aurait fait
peut-être aurait fait renaître le symbole de son commencement, peut-être qu'on aurait refabriqué une autre forme de mythologie. Là, le temps, mais c'est ce qui le rend beau aussi, hein, enfin, comme toutes ces vies un peu trop rapides, fulgurantes comme ça, mais le temps est très court et la représentation du sport, encore une fois, c'est un petit peu moins sexy quand même. Alors, c'est méchant de dire ça, parce que c'est un sport qui est pratiqué par beaucoup de gens maintenant, mais dans la représentation de ces héros, il faut attendre l'année dernière ou il y a 2 ans avec la fameuse barre des 2 heures au marathon pour qu'on voit renaître des grandes figures du marathon. En 1960, c'est Zatopek, c'est des figures comme ça qui sont pour leur performance purement technique ou purement en termes de temps, de course. Abebe Bikila, c'est autre chose. Il y a quand même quelque chose du symbole, mais un symbole à plus courte portée. Et puis effectivement, la durée n'est pas la même, même la durée de vie, puisque Abebe Bikila va avoir un accident qui va le handicaper. Enfin, il est en fauteuil roulant. Il s'essaye, je crois, à différents sports comme le tennis et je ne sais plus quel autre sport. Pardon ? Le tir à l'arc, il prépare le tir à l'arc, c'est ça. Handisport au tir à l'arc et il va avoir une hémorragie cérébrale juste avant, mais alors je ne vais pas revenir dessus, mais quand je disais tout à l'heure qu'on tire les ficelles, je pourrais vous parler du parcours, symboliquement, juste pour vous donner la fin du parcours à Rome en 1960, c'est l'arrivée et sous l'arc de Constantin. L'arc de Constantin, il est connu à Rome parce que c'est de là que Mussolini a fait partir ses armées en disant « nous allons régler le problème noir en Éthiopie ». On fait un parcours sans penser une seconde qu'un Éthiopien va le gagner, qui arrive à cet endroit-là. Son accident, quelques années après, il l'a avec la coccinelle qui se retourne dans un chemin de campagne, la coccinelle que l'empereur lui avait offert pour avoir gagné les Jeux de Rome. On a comme ça une espèce de suite qui fait... Enfin, c'est difficile après de pas avoir une tentation mythologique, c'est-à-dire une tentation de raconter en effet cette histoire-là comme quelque chose d'incroyable. Alors en tout cas, 2 parcours hors normes, deux personnages, 2 histoires, 2 légendes qui sont tout à fait passionnantes et qui sont passionnantes dans vos livres. Judith, même si L'Insoumis n'est pas un roman, j'ai envie de dire que ça se lit comme un roman. Il y a beaucoup de choses, c'est assez dense, notamment au niveau des mouvements qu'on ne connaît pas forcément sur l'islam, etc. Mais en tout cas, ça se lit de façon tout à fait fluide et vraiment passionnante. Et puis Sylvain, c'est plus court, mais tout aussi dense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent dedans en termes d'émotion, de souffle, dans tous les sens du terme. Donc vraiment, lisez, ceux qui nous regardent, si vous ne l'avez pas encore fait, lisez L'Insoumis et Vaincre à Rome. Merci Judith, merci Sylvain. Merci à vous. Et merci. À bientôt, on espère. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.